Quand mon patron m'a dit que je n'étais pas qualifié pour la promotion, j'ai dit très bien, et je suis rentré chez moi à 8 heures tapantes. 3 jours plus tard, j'étais assis au port de Tacoma, à fixer 47 appels manqués du bureau. Pendant 15 ans, j'avais été le type qui réparait tout. Maintenant, il allait apprendre ce qui se passe, quand je m'arrête. La pluie martelait le port de Seattle, comme des balles frappant le béton. Les gouttes tombaient si fort, que je devais plisser les yeux, juste pour voir les feux des grues clignoter à travers la tempête. Je me tenais assis dans mon camion, moteur éteint, laissant le bruit remplir le silence. Mon téléphone s'est éclairé à nouveau. 23 appels manqués du bureau, tous au cours des 2 dernières heures. J'ai fixé ces numéros, et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire, parce que je savais exactement ce qui se passait là-bas. Et il était temps. Je m'appelle Lucas Morrison. J'ai 51 ans, et je dirige les opérations au port de Puget Sound. Depuis 15 ans. Avant cela, j'ai passé 8 ans dans les marines. J'ai appris à diriger les gens, et à faire les choses correctement, après la mort de ma femme Sarah dans cet accident de voiture, il y a 5 ans. Nous n'étions plus que 2, moi, et mon fils de 17 ans, Ryan. Ce travail représentait tout pour nous. Mais pour comprendre pourquoi je suis assis ici, à regarder mon téléphone exploser pendant que mes collègues paniquent, je dois revenir 3 jours en arrière, à la réunion qui a tout changé. La salle de conférence, au 2e étage, avait cet air rassis, qui provient de trop nombreuses mauvaises décisions, prises à huis clos. Je suis entré, m'attendant à l'évaluation annuelle habituelle. Après 15 ans, je me disais que j'avais mérité le poste de directeur des opérations, qui s'était libéré quand Bill était parti à la retraite. Mon bilan parlait de lui-même. 0. Accident majeur sous ma responsabilité, des indices d'efficacité constamment supérieurs aux objectifs, et le respect de chaque ouvrier sur le terrain. Preston Williams était assis en bout de table. C'était le nouveau, arrivé il y a 6 mois pour moderniser les opérations. Le genre de manager qui utilise des mots comme « synergie » ou « changement de paradigme » dans chaque phrase. À côté de lui, se tenait son fils Jordan, 26 ans, diplômé d'un MBA tout frais d'une grande école, portant un costume sur mesure, qui coûtait probablement plus cher que ceux que la plupart de mes gars gagnaient en une semaine. Et puis, il avait ce regard qu'ont les jeunes, quand ils pensent tout savoir sur rien. Preston n'a pas perdu de temps en bavardage. Lucas, j'ai examiné vos performances. Vous êtes solide, fiable, mais je ne pense pas que vous répondiez aux qualifications pour le poste de directeur. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing en traître, après 15 ans à veiller à ce que cet endroit fonctionne comme une horloge, à assurer la sécurité des travailleurs, et à gérer chaque crise qui franchissait ses portes. J'ai ressenti cette oppression familière dans ma poitrine, la même sensation qu'à Kandahar, quand le commandant nous a dit que notre convoi de ravitaillement était retardé, et qu'il faudrait faire avec ce qu'on avait. Quelle qualification me manque-t-il, ai-je demandé, en gardant une voix ferme. L'entraînement militaire vous apprend à ne pas laisser les émotions guider la conversation. Nous avons besoin d'idées neuves, d'innovation. Jordan, ici présent, a des idées très intéressantes pour rationaliser les opérations et réduire les redondances. Preston a souri, comme s'il me rendait service. Il va prendre le poste de directeur. Le salaire de départ sera de 20% supérieur à votre taux actuel. Mais ne vous inquiétez pas, vous travaillerez en étroite collaboration avec lui. Votre expérience sera précieuse, pour l'aider à mettre en œuvre les changements. J'ai regardé Jordan. Le gamin hochait la tête, comme un chien en plastique sur un tableau de bord, calculant probablement à quel point cela ferait bien sur son CV. Pendant ce temps, je pensais au dossier d'inscription universitaire de Ryan, posé sur ma table de cuisine, aux factures de scolarité à venir l'année prochaine, et à cette promotion, sur laquelle je comptais pour
Nous en sortir, sans vider mes économies de retraite. Quel genre de rationalisation, ai-je demandé. Jordan s'est penché en avant. Impatient de frimer. Eh bien, nous avons identifié plusieurs redondances dans les protocoles de sécurité actuels. Trop de points de contrôle, trop de documentation. Nous pouvons réduire le temps d'inspection de 30% et augmenter le débit de manière significative. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Ce gamin parlait de couper dans les protocoles de sécurité, comme s'il dégraissait un tableau de budget. Ce n'étaient pas des chiffres sur un écran. C'étaient des procédures qui empêchaient les gens de se faire écraser par des conteneurs de 40 tonnes, ou d'être électrocutés par des systèmes de grue. Ces redondances, ai-je dit. Lentement, elles existent parce que c'est un travail dangereux. Chaque point de contrôle repère quelque chose que le précédent a pu manquer. C'est une pensée à l'ancienne, a répondu Jordan, avec cette assurance que seul possède quelqu'un qui n'a jamais vu un accident du travail. Les normes d'efficacité modernes montrent que des processus rationalisés augmentent en réalité la sécurité, en réduisant la complexité. J'ai regardé. Preston. Vous mettez à la tête des opérations quelqu'un qui n'a jamais travaillé un seul jour sur le terrain. Jordan a un MBA de Northwestern et 2 ans d'expérience en conseil, en optimisation opérationnelle. Il apporte exactement le genre de perspective neuve dont nous avons besoin. C'est là que j'ai compris ce qui se passait réellement. Il ne s'agissait pas de qualification ou de pensée neuve. Il s'agissait pour Preston d'offrir à son fils un poste de direction douillet, et j'étais censé faire le travail réel. Pendant que Jordan empocherait le crédit et le salaire. Mais voici ce qu'il ne savait pas sur moi. Les marines ne discutent pas quand la situation est claire. Nous nous adaptons. Nous observons. Et le moment venu, nous agissons. Je me suis levé, et je leur ai fait un signe de tête poli. Eh bien, dans ce cas, nous verrons comment fonctionnent ces innovations. Je suis sorti, avant que Preston ne se lance dans son discours sur les nouvelles directions passionnantes, et les opportunités de leadership collaboratif. Ce soir-là, je me suis assis à la table de la cuisine, avec Ryan qui faisait ses devoirs en face de moi. Des brochures universitaires étaient étalées entre nous. Washington State, Université de l'Oregon, Université de Seattle. Toutes très chères, toutes exigeant le genre d'engagement financier que mon salaire actuel pouvait à peine supporter, et encore moins assumer confortablement. Papa, ça va? Tu as l'air de quelqu'un à qui on a volé son camion, a dit Ryan, en levant les yeux de ses devoirs de calcul. Je pense juste au travail. Fiston. Pour l'histoire de la promotion? Petit malin. J'en avais parlé il y a quelques semaines, quand le poste s'était libéré. Ouais, ça ne l'a pas fait. Non. C'est allé à quelqu'un d'autre. Ryan a posé son crayon. Quelqu'un avec plus d'expérience? J'ai failli rire. Quelqu'un avec un MBA et un nom de famille connu. C'est n'importe quoi, papa. Tu connais ce port mieux que personne. La vérité sort de la bouche des adolescents. Parfois, savoir faire le travail ne suffit pas, Ryan. Parfois, il s'agit de savoir qui tu connais. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? C'était la question, n'est-ce pas? Que allais-je faire? J'avais passé 15 ans à être le type que tout le monde venait voir, quand les choses allaient mal. Celui qui restait tard pour résoudre les problèmes, qui arrivait tôt pour les prévenir, et qui travaillait les week-ends quand la crise frappait. J'avais porté cet endroit à bout de bras, et il venait de me dire que je n'étais pas qualifié pour faire officiellement ce que je faisais depuis le début. J'ai sorti ma fiche de poste, la vraie, pas la version élargie selon laquelle j'avais vécu. Je l'ai vraiment lue pour la première fois depuis des années. Papa. Oui. Fiston. Quoi que tu décides, je suis fier de toi.
Tu as toujours fait ce qu'il fallait pour les gens. Petit malin, plus intelligent que son vieux père. Parfois. Ce soir-là, alors que j'étais allongé dans mon lit à écouter la pluie contre les carreaux, j'ai pris ma décision. J'allais faire exactement ce qu'il m'avait demandé de faire. Rien de plus, rien de moins. Juste mon travail tel qu'il était écrit, exécuté à la lettre. Parfois, la meilleure façon de prouver sa valeur, ce n'est pas d'en discuter. Parfois, il faut simplement prendre du recul et laisser les gens voir ce qui se passe quand vous n'êtes plus là pour attraper tout ce qui tombe. Je me suis présenté le lundi matin, à 8 heures précises. Pas à 6h30 comme d'habitude. Pas assez tôt pour vérifier les rapports de la nuit, gérer les problèmes de matériel, ou briefer l'équipe du matin sur les problèmes potentiels. Juste 8. H00 pile, comme le spécifiait ma fiche de poste. Le parking semblait différent. À cette heure-là. Plus calme. La majeure partie de l'équipe du matin était déjà bien plongée dans ses routines. Ces routines que j'avais aidé à établir, au cours de 15 années passées à arriver avant tout le monde. Mais pas aujourd'hui. Je suis passé devant le tableau principal des opérations, où Tony Martinez, notre chef d'équipe, fixait une pile de rapports d'incidents nocturnes, avec ce genre de confusion qu'on voit chez quelqu'un qui essaie de résoudre un puzzle auquel il manque la moitié des pièces. Luc, Dieu merci tu es là, a-t-il dit, sans lever les yeux. C'est le bazar depuis le service de nuit. L'hydraulique de la grue 7 fait encore des siennes. Le système de manifeste a planté vers minuit, et il y a une erreur de documentation sur les conteneurs du Pacific Express, arrivé à 4 heures. J'ai regardé ma montre, puis j'ai sorti ma fiche de poste, la vraie, celle que j'avais imprimée et surlignée la veille au soir. Pour l'hydraulique, c'est le service maintenance. Soumet un ordre de travail. L'IT gère les pannes de système, et les erreurs de documentation passent par le bureau du contrôle qualité. Tony m'a regardé comme si je m'étais mis à parler chinois. Mais tu t'occupes toujours des problèmes d'hydraulique. Tu connais ce système mieux que la maintenance. Pas d'après mes responsabilités officielles. Luc, qu'est-ce qui se passe? Tu te sens bien? La vérité, c'est que je me sentais mieux que depuis des mois. L'esprit plus clair. Pendant 15 ans, j'avais porté le poids de 3 départements différents, parce que c'était plus facile que de regarder les choses s'effondrer. Mais ce poids avait un coût, des nuits où je rentrais épuisé, des week-ends passés à penser aux problèmes du boulot, le stress constant d'être la personne dont tout le monde attendait toutes les réponses. Je vais bien, Tony. Je suis simplement les procédures appropriées. Je me suis dirigé vers mon bureau, et j'ai commencé mes tâches officiellement assignées. Les plannings d'acheminement des conteneurs pour mes zones désignées, la documentation de conformité de sécurité pour mes domaines spécifiques de responsabilité, les rapports d'inspection des équipements pour les machines sous ma supervision directe. C'était étrange à quel point mon téléphone était silencieux. D'habitude, à 8h30, j'avais déjà répondu à une douzaine d'appels concernant des problèmes qui n'étaient pas techniquement les miens, mais que je résolvais quand même, parce que cela permettait de faire avancer les choses. Aujourd'hui. Le silence. Vers 9h15, Jordan est arrivé pour son premier jour en tant que directeur des opérations. Coupe de cheveux fraîche, casque de chantier neuf qui avait encore ses étiquettes, et un porte-document en cuir, qui semblait coûter plus cher que la plupart de mes outils. Il s'est dirigé tout droit vers mon bureau. Lucas, bonjour, Lucas. Prêt pour une journée passionnante d'améliorations opérationnelles? Bonjour, Jordan. En quoi puis-je t'aider? Eh bien, je voulais commencer par revoir nos indicateurs d'efficacité actuels, et identifier les domaines d'optimisation immédiate. J'ai fait un geste vers mon écran d'ordinateur. Mes rapports d'efficacité sont tous à jour.
Tout est dans le système. Super. Et qu'en est-il du statut opérationnel? Global? Des problèmes pendant le service de nuit? Tu devras vérifier auprès du chef d'équipe de nuit, pour cette information. Je n'étais pas là. Le sourire de Jordan a vacillé un court instant. Mais tu n'as pas l'habitude. Je veux dire, Preston a mentionné que tu gérais habituellement les briefings de transition. C'était quelque chose que je faisais bénévolement. Cela ne fait pas partie de mes fonctions officielles. Oh, d'accord. Eh bien, à qui devrais-je parler du problème d'hydraulique avec la grue 7? Tony a mentionné que ça durait. Service maintenance. Jimmy Rodriguez est le spécialiste hydraulique. Et pour les problèmes de système de manifeste? Service informatique. Sarah Parker gère les bases de données. Pour les erreurs de documentation, c'est le contrôle qualité. Ce serait le domaine de Mike Thompson. Jordan griffonnait frénétiquement des notes, sa confiance s'évaporant à chaque réponse. C'est plus compartimenté que ce à quoi je m'attendais. La plupart des opérations le sont, quand on suit l'organigramme. Ce que Jordan découvrait, ce que son programme de MBA ne lui avait apparemment pas appris, c'était la différence entre la façon dont les organisations fonctionnent sur le papier, et la façon dont elles fonctionnent dans la réalité. Sur le papier, chaque département avait des responsabilités claires, et des procédures de transmission propres. En réalité, la plupart des endroits ne fonctionnent que parce que des gens comme moi passent leur carrière à combler les fossés entre ce que les départements sont censés faire et ce qui doit réellement être fait. Dès 10h30, les premières fissures ont commencé à apparaître. J'ai observé depuis mon bureau, alors que Jordan naviguait d'un département à l'autre, essayant d'obtenir des réponses à des problèmes qui nécessitaient le genre de connaissances institutionnelles qu'on n'apprend pas dans les organigrammes. Tony est passé à mon bureau vers 11h, l'air frustré. Luc, Jordan m'a interrogé sur le protocole de retard du matin. Je lui ai dit que ce n'est écrit nulle part, qu'on le gère simplement en fonction de la météo et des horaires d'expédition. On dirait que c'est quelque chose que le directeur des opérations devrait documenter, alors. Mais tu connais ce protocole mieux que personne. C'est toi qui l'as créé. Je l'ai fait sur mon temps personnel, d'après ma propre expérience. On ne m'a jamais demandé d'en faire une politique officielle. Tony m'a fixé pendant un long moment. C'est à cause de la promotion, n'est-ce pas? Il s'agit de faire mon travail. Rien de plus, rien de moins. Vers midi, la première vraie crise a frappé. Rodriguez, du quai de chargement, a appelé. Un des nouveaux avait essayé de déplacer un conteneur, sans suivre les procédures de guidage appropriées. Et maintenant, nous avions un conteneur de 20 tonnes posé de billets sur le quai, bloquant l'accès à 3 autres unités, qui devaient partir avec la marée de l'après-midi. Mon téléphone a sonné. C'était Jordan. Lucas, on a une situation au quai 7. Tu peux venir jeter un œil. Est-ce dans ma zone désignée? Quoi? Le quai 7 est géré par l'équipe des opérations Ouest. Je gère les opérations. Mais c'est urgent. Nous avons besoin de quelqu'un d'expérimenté. Dans ce cas, tu devrais contacter la superviseuse des opérations Ouest. C'est Maria Santos. Maria est en pause déjeuner. Nous avons besoin de quelqu'un maintenant. J'ai à nouveau regardé ma fiche de poste. Ma pause déjeuner commence dans 10 minutes. Tu vas devoir attendre le retour de Maria, ou gérer ça toi-même. Le silence au téléphone s'est prolongé au point que je me suis demandé s'il avait raccroché. Enfin, très bien. Je vais débrouiller. Je suis parti déjeuner à midi pile, comme l'indiquait mon horaire. La cafétéria offrait une vue sur les quais, et je pouvais voir Jordan en bas.
entouré d'un groupe d'ouvriers. Tous fixaient le conteneur incliné, comme s'il s'agissait d'une sorte d'énigme incassable. Rodriguez m'a fait un signe de la main à travers la vitre. Un bon gars. Il était là depuis 8 ans, et il avait appris les procédures appropriées à la dure. Il savait ce qu'il fallait faire. Faire venir l'équipement lourd, utiliser les chaînes de stabilisation, coordonner avec l'opérateur de la grue pour soulever et remettre le conteneur en place. Des choses basiques. Mais cela nécessitait quelqu'un ayant l'autorité nécessaire pour prendre la décision. J'ai mangé mon sandwich en regardant Jordan passer des coups de téléphone, essayant probablement de joindre Preston, ou peut-être d'appeler Maria pour savoir quand elle rentrerait de déjeuner. Ce qu'il aurait dû faire, c'était prendre les devants, passer l'appel, et assumer la responsabilité. Mais c'est le propre des gens, qui n'ont jamais occupé de vrais postes de direction. Ils pensent que le leadership consiste à avoir la bonne réponse, alors qu'en réalité, il s'agit de prendre des décisions avec des informations incomplètes, et d'en assumer les conséquences. À 12h30, ils avaient réglé la situation du conteneur. Maria était rentrée plus tôt de sa pause, et avait géré le problème en une dizaine de minutes. Mais ces 30 minutes de retard allaient se répercuter sur tout le planning d'expédition de l'après-midi, créant des problèmes que quelqu'un devrait résoudre. Ce quelqu'un, c'était moi avant. Aujourd'hui, ce serait la personne officiellement responsable. Quand je suis rentré de déjeuner, Jordan m'attendait à mon bureau. Son casque de chantier était de travers, sa chemise était trempée de sueur, et il ressemblait à un homme qui commençait à comprendre la différence entre la théorie et la pratique. Lucas, je dois te demander quelque chose. Je t'écoute. Comment as-tu appris tout ça? Les protocoles, les procédures, les relations. Avec tous les différents départements. 15 ans à arriver tôt, à rester tard. Et à me soucier plus de faire le travail, que de savoir à qui il appartenait. Techniquement. Il a hoché la tête lentement. Preston a mentionné que tu m'aiderais à effectuer la transition vers ce rôle. Je serais ravi de répondre à tes questions, pendant mes heures de consultation prévues. Des heures de consultation? Les mardis et jeudis, de 14h à 16h. Tu peux réserver un créneau, auprès de l'assistante administrative. Jordan m'a fixé, comme si je lui avais annoncé que le port déménageait sur Mars. Mais s'il y a une urgence? Dans ce cas, tu la gères. C'est ce que font les directeurs. Cet après-midi-là, j'ai regardé le port se débattre avec le genre de petits problèmes que je résolvais de manière invisible depuis des années. Rien de catastrophique, juste la friction quotidienne qui s'accumule. Lorsque les systèmes ne s'emboîtent pas tout à fait comme ils le devraient. Jordan a passé la majeure partie de son temps au téléphone, à essayer de coordonner des réponses à des problèmes, qui auraient pu être évités avec un peu de prévoyance, et de connaissances institutionnelles. À 17h pile, j'ai éteint mon ordinateur, j'ai pris ma veste, et je me suis dirigé vers le parking. En passant devant le centre des opérations, je pouvais voir Jordan toujours là. Entouré de papiers, l'air complètement dépassé. Ryan m'attendait quand je suis rentré à la maison, les dossiers d'inscription universitaires étalés sur la table de la cuisine. Comment était la nouvelle? Dynamique au boulot, papa. Instructive, ai-je dit, pour toutes les personnes impliquées. Tu penses qu'ils apprennent quelque chose? On verra. Parfois, les gens ont besoin de sentir le poids de la responsabilité avant de comprendre ce que cela signifie de la porter. Ryan a levé les yeux de sa rédaction. Tu sais, Monsieur Peterson, à l'école, dit que les meilleurs professeurs ne te donnent pas les réponses. Ils te laissent trouver les questions. Petit malin. Il tient définitivement ça du côté de sa mère. Le mardi matin a apporté notre premier vrai test. Je suis arrivé à 8h.
Pour trouver le rapport du responsable de nuit posé sur mon bureau, accompagné d'un fanion rouge. Le symbole international pour « quelqu'un a tout gâché, et nous avons besoin de la cavalerie ». Le rapport faisait 3 pages, mais la partie importante se trouvait dans le premier paragraphe. Le système hydraulique de la grue 7 avait finalement lâché complètement vers 3 heures du matin. L'équipe de nuit avait essayé de bricoler une solution temporaire en utilisant le système de secours. Mais faute d'autorisation appropriée pour le protocole de réparation, il l'avait simplement arrêté et signalé pour l'équipe du matin. La grue 7 était notre unité de levage lourd, celle que nous utilisions pour les conteneurs hors normes, qui ne pouvaient pas être manipulés par l'équipement standard. Et selon le manifeste d'expédition, nous avions 12 unités hors normes qui arrivaient sur le Pacific Express, devant accoster à 10 heures. Mon téléphone a commencé à sonner à 8h15. Luc, on a un problème. La grue 7 est en panne. Et nous avons des conteneurs lourds qui arrivent. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai affiché l'attribution des équipements sur mon ordinateur. La grue 7 n'est pas dans ma zone opérationnelle, Tony. C'est du matériel du Key West. Mais tu connais les procédures de secours mieux que personne. Tu en as écrit la moitié. Je l'ai et écrite sur mon temps personnel, en tant que suggestion. Elles n'ont jamais été officiellement adoptées comme politique. Allez, Luc. Nous avons besoin que cette grue soit opérationnelle dans 2 heures. Dans ce cas, tu dois contacter la maintenance et le superviseur du Key West. Je suis sûr qu'ils vont trouver une solution. Le silence sur la ligne m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Tony réalisait ce que Jordan avait commencé à comprendre la veille, ce système non officiel sur lequel il se reposait, était entièrement bâti sur ma volonté de travailler au-delà de mes responsabilités assignées. À 8h30, Jordan a appelé. Lucas, j'ai besoin que tu jettes un coup d'œil à la situation de la grue 7. L'équipe de maintenance dit qu'elle a besoin d'avis opérationnel, avant de pouvoir procéder aux réparations. Mes heures de consultation sont prévues le jeudi après-midi. Tu peux réserver un créneau. Ça ne peut pas attendre jeudi. Nous avons un navire qui arrive. Alors tu vas devoir le gérer toi-même, ou trouver quelqu'un d'autre ayant l'autorité appropriée. Mais je ne connais pas les spécifications techniques. Moi non plus, quand j'ai commencé ici il y a 15 ans. J'ai appris en posant des questions, et en lisant des manuels. Un autre long silence. Enfin, où sont les manuels? Bibliothèque des équipements, 3e étage. Demande-les à Janet, à la documentation technique. J'ai raccroché, et je suis retourné à mes tâches assignées, mais je gardais un œil sur le Key West, à travers la fenêtre de mon bureau. Jordan était en bas. Avec un presse-papier, 2 gars de la maintenance, et ce qui ressemblait à un gros manuel, qu'il feuilletait comme s'il cherchait un trésor enfoui. À 9h15. J'ai entendu la corne d'urgence venant du port. 3 coups longs, suivis de 2 coups courts. C'était le signal pour un navire entrant, demandant un accostage prioritaire en raison des conditions météorologiques. Le Pacific Express arrivait en avance, essayant de devancer un système tempétueux, qui remontait la côte. La session presse-papier de Jordan s'est transformée en une conférence frénétique. Je pouvais le voir au téléphone, appelant probablement Preston pour obtenir des conseils, que Preston n'était pas qualifié pour lui donner. L'équipe de maintenance restait plantée là, attendant que quelqu'un prenne une décision, qu'ils seraient autorisés à exécuter. À 9h45, ils ont pris la décision de tenter des réparations sur la grue 7, en utilisant le système hydraulique secondaire. C'était la bonne décision technique, mais cela nécessitait quelqu'un ayant l'autorité opérationnelle pour valider les protocoles de sécurité, quelqu'un comme un directeur des opérations. J'ai regardé Jordan signer les documents, avec cette énergie nerveuse qu'on voit chez les gens
qui parient avec de l'argent qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre. Le Pacific Express a accosté à 10h20, avec 20 minutes de retard. Mais toujours dans des paramètres acceptables. Les 8 premiers conteneurs ont été déchargés sans incident, à l'aide des grues standards. Puis, ils ont atteint les unités hors normes. Le conteneur numéro 4471 était une unité réfrigérée de 40 pieds, chargée de fruits de mer congelés, à destination de la côte est. Poids, 38 tonnes. Le genre de charge qui exige une coordination précise entre l'opérateur de la grue, l'équipe au sol, et le superviseur du quai. Jimmy Vasquez opérait la grue 7. Un bon ouvrier, 6 ans d'expérience, mais il n'avait jamais travaillé avec le système hydraulique secondaire. En circonstances normales, j'aurais été en bas à lui expliquer le processus, à lui détailler les différences de vitesse de levage et de capacité de charge, en m'assurant que tout le monde comprenait les protocoles de sécurité modifiés. Au lieu de cela, j'étais dans mon bureau à remplir mes formalités administratives. Assigné, pendant que Jordan supervisait l'opération, armé d'un manuel technique et de 2 jours d'expérience de directeur. Le premier signe de problème a été le son, un gémissement aigu venant du système hydraulique, signifiant que la pression était plus élevée que l'optimum. Le second signe a été la façon dont le conteneur a balancé pendant le levage initial, une oscillation subtile suggérant que la charge n'était pas correctement équilibrée. Je me suis levé de mon bureau, et je me suis approché de la fenêtre. Cela allait mal tourner, et je pouvais le voir se produire en temps réel. Le conteneur 4471 a quitté le navire, et a commencé son pivotement vers le quai. La procédure standard exigeait un mouvement lent et contrôlé, avec plusieurs points de contrôle, pour assurer la stabilité de la charge. Mais le système hydraulique secondaire fonctionnait à des niveaux de pression différents de ceux du système principal, ce qui signifiait des vitesses de levage différentes, et des temps de réponse différents pour les commandes de l'opérateur. Jimmy a compensé la réponse plus lente, en surcorrigeant ses mouvements. Le conteneur a commencé à osciller plus sévèrement. Jordan était sur sa radio, demandant probablement à Jimmy de stabiliser la charge. Mais de mon point d'observation, je pouvais voir le problème fondamental, ils utilisaient des équipements qu'ils ne comprenaient pas totalement, pour effectuer une opération pour laquelle ils n'étaient pas correctement formés. Le câble a rompu à 10h47. 38 tonnes de fruits de mer congelés ont chuté de 5 mètres, et ont frappé le quai 7 comme une bombe. L'impact a projeté Rodriguez, qui travaillait sur les câbles de guidage, en arrière. Mais le second impact, le conteneur rebondissant et roulant, l'a touché à la jambe. La corne d'urgence a retenti immédiatement. Un coup long et continu signifiant un blessé sur le quai. Toutes les opérations s'arrêtent. Déploiement des équipes d'urgence. Je bougeais déjà, avant même que la corne ne termine son premier cycle. L'entraînement militaire prend le dessus, quand des gens sont blessés, on réagit d'abord, on se soucie des protocoles plus tard. Mais je me suis arrêté à la porte du bureau. Rodriguez était à terre. Jordan était complètement dépassé. Et toute l'opération du quai Ouest était à l'arrêt. Mais ce n'était pas ma zone. Ce n'était pas ma responsabilité. C'était ce qui arrivait quand on mettait quelqu'un à la tête d'opérations qu'il ne comprenait pas, et qu'on supprimait les redondances de sécurité, jugées inutiles. J'ai regardé à travers ma fenêtre, pendant que les ambulanciers s'occupaient d'eux. Rodriguez, conscient, parlant, probablement juste une jambe cassée, mais cela aurait pu être pire. Beaucoup pire. Mon téléphone sonnait sans arrêt, maintenant. Preston, l'administration du port. Les enquêteurs d'assurance, l'OSHA, l'organisme de sécurité au travail. Tout le monde voulait savoir ce qui s'était passé, qui était responsable, et quel était notre plan de riposte. J'ai laissé sonner. À 11h30, Preston est apparu à la porte de mon bureau.
Pas de coup de sonnette, pas de salutation, juste un homme. En mode panique. Lucas, j'ai besoin de toi en bas, tout de suite. Tu as besoin de moi pourquoi? L'inspecteur de l'OSHA veut t'interroger. Quelqu'un, ayant des connaissances opérationnelles sur l'accident. Jordan a essayé d'expliquer nos procédures, mais il ne connaît pas nos procédures. Ce n'est pas écoute, c'est une crise. Nous avons besoin de tout le monde. Je l'ai regardé calmement. Mes mains sont occupées par mes responsabilités assignées. Si vous avez besoin d'expertise opérationnelle pour l'enquête, vous devrez confier cette tâche à quelqu'un, disposant de l'autorité appropriée. Le visage de Preston est devenu rouge. Vous êtes le responsable opérationnel principal. Non, je ne le suis pas. Jordan est le directeur des opérations. Je suis le superviseur principal des opérations, division A. L'accident s'est produit dans la division Ouest. C'est à cause de la promotion, n'est-ce pas? Très bien. Vous voulez parler d'une augmentation, d'un changement de titre? Nous pourrons en discuter après avoir surmonté cette crise. J'ai secoué la tête. Il ne s'agit pas d'argent? Preston. Il s'agit de compétences. Vous avez mis à la tête des opérations quelqu'un qui ne comprend pas le travail. Vous lui avez dit de réduire les procédures de sécurité pour améliorer l'efficacité. Et maintenant, quelqu'un est à l'hôpital. Ce n'est pas un problème de personnel. C'est un échec de leadership. Preston est resté sur le pas de ma porte pendant un long moment, étudiant probablement ses options. Enfin. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux que vous gériez la crise que vous avez créée. Avec le directeur que vous avez nommé, et les procédures qu'il a recommandées. Preston est parti sans un mot de plus. À travers ma fenêtre, je pouvais le voir retourner vers le groupe d'officiels et d'enquêteurs, qui entouraient le lieu de l'accident. Jordan était là, avec son presse-papier et son manuel, essayant de répondre à des questions sur des procédures qu'il apprenait au fur et à mesure. Rodriguez était en route pour l'hôpital. Le quai Ouest était fermé pour une durée indéterminée. Le conteneur 4471 laissait fuiter du jus de poisson, sur 20 mètres carrés de béton. Et quelque part dans le bâtiment de l'administration du port, des gens prenaient des décisions quant à savoir si le port de Puget Sound était assez compétent pour gérer de grands contrats d'expédition. Mon téléphone affichait 47 appels manqués. Je suis allé déjeuner. Cet après-midi-là, je suis resté assis dans mon camion sur le parking, à regarder la pluie, et ses 47 appels manqués. La tempête avait empiré, transformant le port en un décor de film de catastrophe. Mais le vrai désastre n'était pas la météo. Il se déroulait dans les salles de conférence, où les gens essayaient d'expliquer comment une simple opération de conteneur s'était transformée en une enquête de la sécurité du travail, et un ouvrier à l'hôpital. Ryan m'a envoyé un SMS vers 14 heures. Rentre quand tu peux. J'ai fait ton chili préféré, et du pain de maïs. Petit. Malin. Il savait quand son vieux père avait besoin d'un plat réconfortant. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Hélène Rodriguez, du conseil d'administration du port. Ni Preston, ni Jordan, mais la femme qui prenait réellement les décisions concernant l'avenir de cet endroit. Lucas, nous avons besoin de vous à la réunion d'urgence du conseil. Maintenant. Madame, je suis hors service. Si c'est professionnel, vous devrez contacter mon superviseur. Votre superviseur fait partie du problème. Lucas. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprend comment ce port fonctionne. Réellement. Je pouvais entendre le désespoir dans sa voix, le même désespoir que Preston avait caché derrière son jargon d'entreprise toute la semaine. Je serai là dans 20 minutes. La salle du conseil était pleine à craquer. Comme un tribunal le jour d'un verdict. Membre de l'administration du port.
Représentants syndicaux, enquêteurs d'assurance, officiels de l'OSHA, et dirigeants de compagnies maritimes en téléconférence. Preston était assis à la table, ressemblant à un homme qui regarde sa carrière se faire passer à la broyeuse à bois. Jordan était brillamment absent, probablement à l'hôpital en train de caler sa version des faits avec des avocats. Hélène Rodriguez a ouvert la séance. Nous sommes ici pour déterminer si le port de Puget Sound peut continuer ses opérations sous la direction actuelle, ou si nous devons mettre en place une supervision d'urgence. Le représentant du Pacific Express est intervenu au téléphone. Nous expédions par ce port depuis 8 ans, sans aucun incident majeur. Maintenant, nous avons un ouvrier hospitalisé, et des millions de dollars de marchandises endommagées. Nous avons besoin de l'assurance que les protocoles de sécurité sont adéquats, et que l'efficacité opérationnelle peut être maintenue. Tous les yeux se sont tournés vers Preston. Il s'est raclé la gorge, à mélanger une pile de papier contenant probablement tous les mots à la mode des écoles de commerce jamais inventés, et a commencé à parler d'examen complet, et d'amélioration systématique. Du pur grand n'importe quoi, conçu pour meubler le temps pendant qu'il cherchait comment sauver son poste. L'inspecteur de l'OSHA l'a interrompu. Monsieur Williams, nos conclusions préliminaires suggèrent que des procédures de sécurité modifiées ont contribué à cet accident. Pouvez-vous expliquer la raison d'être de la réduction des points de contrôle d'utilisation des grues? Preston avait l'air d'un chevreuil pris dans les phares. Ces modifications ont été recommandées par notre nouveau directeur des opérations, dans le cadre de nos initiatives d'efficacité. Et où est ce directeur des opérations? Jordan gère la réponse immédiate à l'incident. Traduction, Jordan se cachait quelque part, essayant de trouver un moyen de présenter ce désastre, comme si ce n'était pas de sa faute. Hélène Rodriguez s'est penchée en avant. Lucas, vous êtes ici depuis 15 ans. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Je me suis levé, et j'ai sorti le dossier que j'avais préparé pendant le déjeuner, 3 jours de documentation sur chaque défaillance, chaque protocole manqué, chaque lacune de connaissances apparue depuis que je m'étais retiré de mes responsabilités officieuses. L'accident pouvait être évité, ai-je dit. Simplement. Il résulte de 3 défaillances critiques, une connaissance insuffisante des équipements, des procédures de sécurité modifiées, et une supervision opérationnelle insuffisante. Je leur ai détaillé la chronologie, comment les problèmes d'hydraulique de la grue 7 avaient été signalés pendant des semaines, sans jamais être correctement traités, parce que la personne qui comprenait le système n'en était pas officiellement responsable. Comment les améliorations d'efficacité de Jordan avaient éliminé des contrôles de sécurité redondants, qui existaient précisément pour prévenir les problèmes de stabilité de charge, comment l'accident s'était produit. Parce que quelqu'un ayant des connaissances théoriques avait essayé de superviser une opération, qui nécessitait de l'expérience pratique. Le problème fondamental n'est pas une panne d'équipement ou une erreur d'un ouvrier, ai-je poursuivi. C'est une structure de gestion qui donne la priorité au diplôme sur la compétence, et à l'efficacité sur la sécurité. Preston a tenté d'interrompre. Notre nouveau modèle opérationnel a été conçu pour rationaliser les processus et améliorer la productivité. Monsieur, avec tout mon respect, votre modèle opérationnel a été conçu par quelqu'un qui n'a jamais opéré une grue, n'a jamais supervisé un quai de chargement, et n'a jamais eu à expliquer à la famille de quelqu'un pourquoi il n'est pas rentré du travail. Un silence de mort a régné dans la pièce. On pouvait entendre la pluie contre les carreaux, et le son lointain des cornes de remorqueurs venant du port. Les enquêteurs d'assurance ont pris la parole. Monsieur Morrison, que faudrait-il pour restaurer la sécurité et l'efficacité opérationnelle? Une documentation complète de toutes les procédures de sécurité, une formation pratique obligatoire pour tout le personnel d'encadrement, et une supervision opérationnelle exercée par quelqu'un ayant une véritable expérience du terrain.
Pas seulement de la théorie de MBA. Hélène Rodriguez a hoché la tête. Seriez-vous prêt à assumer ce rôle de supervision? J'ai regardé autour de moi, Preston, qui fixait ses mains comme si elles contenaient les réponses à des questions qu'il n'avait jamais pensé à poser, le représentant syndical, qui hochait la tête en signe d'approbation. Et les visages des gens, qui comprenaient enfin que gérer un port, ce n'est pas la même chose que gérer un tableur. J'aurais besoin d'une autorité totale sur les protocoles de sécurité, et les procédures opérationnelles. J'aurais besoin du poste de directeur des opérations. Avec un vrai pouvoir de décision, pas un rôle consultatif, et j'aurais besoin d'une rémunération qui reflète cette responsabilité. Preston a enfin levé les yeux. Lucas, je suis sûr que nous pouvons trouver un terrain d'entente. Monsieur, ce n'est plus une négociation avec vous. Hélène Rodriguez a souri. Pour la première fois de la journée. Lucas, le conseil est prêt à vous offrir le poste de directeur des opérations. Autorité totale sur la sécurité et les procédures opérationnelles. Une augmentation de salaire de 25% à effet immédiat, plus un ajustement rétroactif pour les responsabilités que vous avez gérées officieusement. J'ai hoché la tête une fois. Ça me convient. Le représentant du Pacific Express est intervenu au téléphone. Si Monsieur Morrison prend le contrôle opérationnel, nous sommes prêts à poursuivre notre relation contractuelle et à augmenter notre volume d'expédition de 15%. Preston s'est levé lentement. Et pour Jordan? Jordan peut commencer comme stagiaire dans la division et, ai-je dit, qu'il apprenne les opérations de grue, les procédures de quai, et les protocoles de sécurité. S'il est sérieux au sujet de la gestion portuaire, il aura besoin de comprendre ce qu'il gère, depuis la base. Et mon poste? Hélène Rodriguez a répondu à celle-là. Preston, vous allez être transféré à la coordination des projets spéciaux, avec effet immédiat. 3 semaines plus tard. Je suis assis dans mon bureau officiel, celui qui a la fenêtre donnant à la fois sur les quais et ouest, à regarder le port fonctionner comme il est censé le faire. De façon fluide, sûre et efficace. Pas de corne d'urgence, pas d'appel téléphonique paniqué, pas d'actes héroïques de dernière minute pour éviter des catastrophes, qui n'auraient jamais dû en être en premier lieu. Jordan se présente chaque matin à 7 heures désormais, portant des bottes de travail au lieu de chaussures de marque, apprenant le fonctionnement des grues, et les procédures de sécurité à partir de zéro. Il s'avère que lorsqu'on retire la prétention, et qu'on le force à commencer au bas de l'échelle, ce n'est finalement pas un mauvais gamin. Il avait juste besoin de quelqu'un, pour lui enseigner la différence entre lire des livres sur le leadership, et diriger réellement des gens. Rodriguez est de retour au travail, la jambe guérie, avec une histoire qui devient de plus en plus dramatique, chaque fois qu'il la raconte. Le quai ouest fonctionne mieux que jamais, et les protocoles de sécurité que nous avons mis en place, sont en train d'être adoptés comme normes du secteur. Preston a trouvé un poste dans un cabinet de conseil en centre-ville, ce qui est probablement pour le mieux, certaines personnes sont meilleures pour penser au travail, que pour le faire réellement. Mais le meilleur moment est arrivé hier soir, quand Ryan m'a apporté sa lettre d'admission de l'Université d'État de Washington. Bourse d'études complète, mérite académique, et recommandation de leadership. Il s'avère qu'avoir un père que les gens respectent pour plus que la simple résolution de leurs problèmes, a ouvert des portes dont j'ignorais l'existence. Papa, je suis fier de toi, a dit Ryan, pendant que nous relisions la lettre. Ensemble. Tu t'es battu pour ce qui était juste. Non, fiston. J'ai juste arrêté de faire ce qui était mal. Il y a une différence. Ce soir-là, alors que j'étais assis sur le porche arrière à écouter le bruit des porte-conteneurs dans le port, j'ai pensé au mois écoulé. À la façon dont, parfois, la chose la plus difficile n'est pas de prouver que vous êtes qualifié, mais d'amener les autres à reconnaître qu'ils
considérez vos qualifications comme acquises. Je n'ai pas eu à me battre pour le respect. J'ai seulement dû arrêter de le donner gratuitement. Et maintenant, chaque matin, quand je passe ces portes, les gens me font un signe de la main avec sincérité. Pas parce que je suis le type qui répare leurs problèmes, mais parce que je suis le type qui sait comment empêcher les problèmes de se produire, en premier lieu. Parfois, la justice n'est ni bruyante, ni dramatique. Parfois, c'est juste la satisfaction silencieuse de regarder les gens comprendre enfin ce qu'ils auraient dû savoir depuis le début. La pluie s'est arrêtée, et au loin, je pouvais entendre l'équipe du soir prendre le relais. Tout fonctionnait exactement comme il le devait. Votre valeur ne diminue pas parce que quelqu'un ne la voit pas, elle attend simplement en silence, jusqu'à ce que la réalité les force à la voir.